Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un débat assez vif en France, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE3. On a quelques extraits du journal du dimanche et franchement, ça montre bien que le sujet est électrique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on nous présente ça comme l'avenir énergétique, les investissements nécessaires, et de l'autre, ça gronde très fort. On entend des choses comme 300 milliards pour rien, C'est ça. et même la crainte que la facture d'électricité double pour les gens. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Et les critiques sont pas tendres. Il y a un certain Alexandre Jardin qui est cité là, et lui, il parle carrément d'un mécanisme de raquette légale juteux. Ah oui, les mots sont forts. Oui, qui profiterait à l'éolien et au solaire, mais qui serait, je cite, ruineux pour les Français. Il mentionne même une alliance des gueux des mers et des gueux de la terre. C'est une image assez... Assez parlante, oui. Il vise les pêcheurs, les agriculteurs qui sont touchés par la hausse des coûts de l'énergie, comme le fioul. C'est une charge assez violente, non? Absolument. Et ça montre bien la fracture qu'il y a sur ce sujet, surtout sur la question des coûts, en fait. Parce que d'un côté, on a les promoteurs des renouvelables, qui, eux, avancent des chiffres, assez séduisants. C'est-à-dire? Ils parlent de coûts théoriques sous les 60 € le mégawattheure, pour l'éolien terrestre, le solaire au sol. Mais attention, ça c'est le coût de production direct, on va dire. Oui, c'est là que les critiques arrivent, j'imagine. Exactement. C'est là que les critiques interviennent. Ils mettent en avant ce qu'ils appellent les coûts cachés. Le principal problème, bien sûr, c'est l'intermittence. Le fait que ça ne produit pas tout le temps. Voilà. Selon les sources qu'on a là, l'éolien, par exemple, produirait en moyenne seulement 14% du temps. Ah oui, quand même. Du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut garder une capacité de production pilotable, du gaz, du nucléaire, autre chose, qui soit prête à démarrer, à prendre le relais à 100%. Et cette sauvegarde, évidemment, elle a un coût. Et souvent, elle est sous-utilisée quand il y a beaucoup de vent ou de soleil. Donc on paye pour quelque chose qui ne sert pas toujours. En quelque sorte, oui. Et certains vont même plus loin, ils disent que ça cannibalise le parc nucléaire. Cannibalise, Hmm. c'est-à-dire? Économiquement, parce que le nucléaire doit baisser sa production quand les renouvelables produisent massivement et à bas coût, et techniquement aussi parce que faire varier la puissance des réacteurs, ce n'est pas idéal. Et il y a un autre effet. L'été, par exemple, quand le solaire produit énormément, ça peut faire chuter les prix sur le marché de l'électricité. Jusqu'à être négatif, c'est ça, hein? Oui, parfois, on arrive à des prix négatifs. C'est un vrai casse-tête pour l'équilibre du réseau et pour la rentabilité des centrales classiques. C'est un peu comme si on devait payer 2 assurances pour la même voiture, une pour les jours avec soleil et une pour les jours sans. C'est un peu ça l'idée. C'est une bonne image, oui. Cette complexité technique, économique. Justement, ça nourrit des critiques plus larges sur toute la stratégie, non? Exactement. Il y a une interview qui est citée dans notre document. L'intervenant n'est pas nommé, mais on peut supposer, d'après le contexte, que c'est peut-être François-Xavier Bellamy. Et cette personne qualifie la trajectoire de la PPE3 d'absurde, carrément. Absurde? Sur quel plan? Sur tous les plans, selon cette Ouais. source. Économique, social, industriel et même environnemental. Ah oui, même environnemental. Pourquoi? L'argument principal de cette critique, c'est de dire multiplier les éoliennes et les panneaux solaires en France alors que notre électricité est déjà très décarbonée grâce au nucléaire, ce serait une aberration totale. Une aberration. D'accord. La source cite d'ailleurs l'exemple d'une grosse panne électrique en Espagne comme un avertissement, un risque lié à une trop grande dépendance à ces énergies intermittentes. Et il y a aussi cette mention de la suppression des ZFE, les zones à faibles émissions. Oui, Certains y voient un signe que, je cite, « le vent tourne », qu'on s'éloignerait d'un agenda idéologique de décroissance. c'est l'interprétation qui en est faite dans ces documents, oui. Et la critique, elle va aussi sur le terrain européen. C'est-à-dire? D'après ces sources, le gouvernement français aurait en quelque sorte lâché l'atout du nucléaire pendant les négociations du plan Air Power EU. Le plan européen pour sortir des énergies fossiles russes. C'est ça. L'idée défendue par les critiques, c'est que la France aurait pu et dû mieux défendre le nucléaire à ce moment-là. Surtout qu'apparemment, une majorité d'États membres étaient prêts à lui donner une place plus importante. D'accord, donc au-delà des chiffres, des coûts, de la technique, il y a une vraie critique de la vision stratégique et politique en fait. Tout à fait. L'enjeu de fond, bien sûr, c'est l'objectif affiché, décarboner notre économie, personne ne conteste ça, mais il y a d'autres impératifs. Garantir la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire avoir du courant tout le temps, et maîtriser les coûts. Pour les ménages et les entreprises. Exactement. Le prix de l'électricité s'est présenté ici comme un facteur absolument majeur
pour la réindustrialisation, pour notre souveraineté économique. Un mégawattheure trop cher, c'est un handicap. D'ailleurs, il y a la fondation Concorde qui est aussi citée, et eux, ils y vont franco. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils anticipent que si on suit la trajectoire PPE3 telle qu'elle est critiquée ici, eh bien, on pourrait voir un nouveau doublement des prix du mégawattheure d'ici 2035. Un nouveau doublement? Ça fait réfléchir, forcément. Forcément, ça pèse lourd dans le débat. Donc si on essaie de résumer ce qui ressort de ces lectures, on a une contestation assez forte et argumentée de la stratégie énergétique française actuelle. 2 points semblent vraiment cruciaux pour les critiques. 1. Le risque d'une facture qui explose pour tout le monde, consommateurs et industrie. C'est ça. Et 2. La question de la pertinence. Est-ce que c'est vraiment judicieux de mettre autant d'argent dans l'éolien et le solaire intermittent alors qu'on a déjà une base nucléaire décarbonée? C'est vraiment ça le cœur du débat ici. Exactement. Et ça nous amène à une question de fond pour la suite, je crois, qui dépasse un peu les pourcentages d'éolien ou de solaire. Admettons que l'objectif premier, la décarbonation, soit essentiel. La question, c'est comment être sûr que les choix technologiques très spécifiques qu'on fait maintenant, en privilégiant telle ou telle filière, ne vont pas nous créer de nouvelles dépendances demain, aujourd'hui. C'est vraiment la question stratégique qui est posée en filigrane par ces critiques. Une question essentielle, en effet. Et c'est sur cette réflexion que nous terminons notre discussion d'aujourd'hui, basée sur les documents qu'on a pu explorer. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.